Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 4 février, Clos, état des lieux 6 ans après, Ronde des Sables, Festival Gascon à Souston. 10 ans après les tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999, les Landes sont une nouvelle fois touchées. Le 24 janvier 2009, au petit matin, Clos et ses vents dévastateurs s'abattent sur le littoral aquitain. 6 ans après ce traumatisme, le parc naturel régional des Landes de Gascogne a fait l'état des lieux du massif forestier et de son avenir avec des tables rondes à l'écomusée de Marquez. Regardez. Professionnels de la forêt, sylviculteurs, entrepreneurs de travaux forestiers, représentants de l'ONF et acteurs de la filière bois sont revenus sur cette tempête qui a décimé près de 60% de la forêt landaise. La référence précédente, c'était la tempête de 99 qui avait touché environ 20 millions de mètres cubes sur le massif des Landes de Gascogne. Et cette fois-ci, on était au double, on était à 42 millions de mètres cubes, ce qui représente 5 fois la consommation annuelle des industries locales. Donc on était vraiment sur une catastrophe naturelle sans précédent dans le massif des Landes de Gascogne. Très vite après la catastrophe, les premières opérations de nettoyage et d'ouverture des pistes forestières se sont organisées, ainsi que le stockage du bois. En 2 ans, 30 millions de mètres cubes de bois ont ainsi été sauvés, un travail colossal qui se poursuit. 6 ans après Klaus, les 3/4 des parcelles ont été nettoyées et la moitié replantées. On est en plein travail de reconstitution d'un massif forestier que nos enfants parcourront, enfin je l'espère en tous les cas, intact d'ici quelques années. Et ce chantier, il est considérable. Pour prendre une comparaison, c'est 20 fois la surface de Paris. On est en train de reboiser l'équivalent de 20 Paris mis côte à côte. C'est quand même assez énorme. C'est 210 000 hectares. On en a fait à peu près la moitié et il nous faudra probablement encore 3 ou 4 ans pour arriver au bout. Rapidement après la tempête, l'État a mis en place un plan de soutien afin d'aider financièrement les propriétaires forestiers à nettoyer et reboiser leurs parcelles. Et bien que l'on soit impuissant face aux éléments, quelques enseignements ont été tirés de ces catastrophes. Les sylviculteurs peuvent désormais s'assurer et les entrepreneurs de travaux forestiers sont mieux équipés. Malheureusement, notre métier, il s'enrichit des problématiques qu'il peut rencontrer. En juin 1999, on se réunissait pour voir si on créait une bourse pour l'acquisition de têtes d'abattage, de machines à abattre, c'est-à-dire de mécaniser l'abattage dans la forêt d'Aquitaine. On commençait à avoir 3 ou 4 machines. Et on décide généreusement de dire on va pour l'année 2000, on va prévoir 5 à 10 machines. Total, la tempête arrive, c'est 50 à 60 machines qui ont été achetées dans l'année 2000. Et 2013, on dénombrait 263 machines à abattre sur le massif aquitain, tout compris, toutes les zones, même celles qui n'étaient pas touchées dans la tempête. C'est-à-dire que la mécanisation a été très forte. Et parallèlement, on s'est retrouvé avec des zones et surtout des chemins qui étaient utilisés de la même manière, mais avec des mules et des brosses, autrefois, il y a 50 ans. Alors tout ça, cette mécanisation, elle a été dans la production une grande progression, mais par contre, il faut derrière que l'on puisse avoir des dessertes qui soient adaptées par rapport au matériel que nous avons, et ça, c'est un autre point. Aujourd'hui, les professionnels de la filière bois réfléchissent donc aux problèmes de desserte forestière, mais aussi aux problèmes phytosanitaires d'après-tempête. Une tempête qui les a aussi obligés à s'interroger sur de nouvelles utilisations du pain maritime. Ça a été un facteur de mutation, mais je ne crois pas que ce soit... il ne faut pas lui accorder plus que ça, mais ça, par les contraintes qu'elle a entraînées, je veux dire les pénuries de bois qu'on voit aujourd'hui et tout ça, ça oblige les gens à réfléchir. Je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, comme le pain maritime et la forêt des Landes en a connu depuis quelques dizaines d'années, puisque c'est une forêt qui a à peu près 170 ans, 150 ans. Et oui, on est arrivé à la fin d'un cycle où il nous faut inventer de nouveaux produits, de nouvelles utilisations du pain maritime, que ce soit du côté de la chimie, du côté du matériau, pour les qualités qu'il peut obtenir. Donc c'est une évolution qui va prendre quelques années et qui doit donner de la valeur ajoutée supplémentaire aux produits de base qu'on connaît aujourd'hui. Chimie verte, bioplastique ou utilisation classique du pain maritime, les pistes sont multiples pour l'exploitation de la forêt des Landes de Gascogne, qui mettra entre 15 et 20 ans avant de retrouver son paysage d'avant Klaus.
La Ronde des Sables est avec l'Enduro du Touquet les seules courses de sable qui longent le littoral. Avec ses portions très roulantes et d'autres beaucoup plus techniques, elle est appréciée par les amateurs, confirmés ou moins. Préparation, équipement, coéquipier, découvrez dans ce reportage les dessous de la Ronde des Sables. Une course lors d'un championnat de France demande toute une préparation, qu'on soit amateur ou professionnel. J'ai jamais fait de course de sable, donc ça va être une première pour moi. On s'est préparé un peu. Bon, après, la préparation était quand même courte puisque voilà, j'ai la saison d'enduro qui a fini au mois de novembre. Donc après, le temps de récupérer un peu et de commencer à se préparer. Ça va servir de test un peu avant le Touquet la semaine prochaine. Toute ma famille fait du motocross, mon père, mon oncle, ainsi que d'autres oncles aussi dans la famille. Donc c'est eux qui m'ont mis à l'âge de 5 ans sur une moto. Et depuis, c'est devenu une passion, et même plus que ça encore, j'en suis accro. Ça fait maintenant à peu près 5 ans que je fais le championnat de France de course sur sable. Et pour le moment, je suis actuellement 13e au championnat de France, donc voilà. Mais en fait, ça fait 10 ans bientôt. 10 ans. J'ai fait beaucoup de motos de route, et puis mon fils voulant commencer le motocross, donc je me suis mis avec lui, voilà, pour essayer de rajeunir un peu. Et ça marche. C'est un sport très physique. On pense toujours que c'est la moto qui fait tout, mais non, ça demande beaucoup d'heures d'entraînement, aussi bien en moto que physiquement, que ce soit course à pied, vélo, natation, musculation. Donc voilà, ça prend énormément de temps, tous les jours pour moi. Donc ouais, c'est un boulot à temps complet. Il faut avoir pas mal d'endurance, comme c'est des épreuves qui sont assez longues. C'est pas comme le motocross où c'est des manches de 15 minutes, voire 20 minutes. Là, c'est des manches de 3 heures, donc c'est bien de partir fort, mais il faut être endurant sur les 3 heures. À partir de septembre, c'est là où je commence à vraiment rouler. Jusqu'à la fin de la saison, j'enchaîne les entraînements physiques, les entraînements sur la moto. Et voilà, puis aussi la mécanique et tout ça, puisque on s'occupe de tout avec mon père. Voilà, je passe 5 mois de la saison, de l'année à faire que ça. Outre l'entraînement, il ne faut pas négliger l'importance de la tenue. On a donc un casque, déjà pour commencer, avec un masque qui est équipé en fait d'un roll-off. Donc en fait c'est un rouleau transparent qu'on a et qui, quand on tire sur une petite ficelle, en fait on a un film plastique qui sort et qui en fait se met dans un autre rouleau qui est vide pour éviter justement qu'on le jette sur la plage. On a un tour de cou pour éviter le coup du lapin. Et ensuite donc on a un pare-pierre, on a un pantalon, un maillot qui sont justement équipés contre la chaleur en cas de brûlure ou comme ça, et qui sont quand même assez légers, mais qui sont justement équipés avec des renforts au niveau des genoux, des renforts un petit peu partout. On porte des genouillères aussi, et après on a aussi des bottes. Car dans le sable, un accident est vite arrivé. L'année dernière, je m'étais engagé pour le Touquet avec mon fiston. Et du coup, j'avais fait une double fracture de la clavicule, donc j'ai pas pu continuer l'expérience. Je fais que la course de Hossegor, puisque la motivation est moindre à cause de cette double fracture de la clavicule l'an passé, qui traîne un peu. Donc il n'y a pas eu d'opération, mais ça se remet en place. C'est l'année prochaine, je pense que je repartirai sur le Touquet, parce qu'il faut au moins le faire une fois dans sa vie. La course moto senior, c'est 2h30 de lutte sur la piste, contre les autres, mais aussi contre soi-même. Déjà, quand on est sur la grille de départ, voilà, on pense à la course, on pense qu'à ça. Et voilà, le but c'est de prendre un bon départ et ensuite essayer de tomber le moins possible pour éviter de perdre le moins de temps. Et ensuite de continuer. Voilà, après on est que dans la course et on pense à rien d'autre. Après on sait qu'on a toute une équipe derrière nous qui nous suit avec un panotage et des assistants pour faire le plein d'essence et tout ça. Donc on pense vraiment qu'à la course et on a les bonnes informations qui nous sont données. Et puis après, pour essayer de faire la meilleure place possible. Heureusement, les pilotes ne sont pas seuls, ils ont toute une équipe pour les soutenir et les aider. Durant la course, les pilotes ont des réservoirs qui sont trop petits, donc ils sont obligés de s'arrêter dans ce qu'on appelle le parc ravitaillement. Donc dans ce parc, c'est là où on peut tout faire, c'est-à-dire on peut faire le plein d'essence donc sur un tapis environnemental pour éviter qu'il y ait tout contact entre l'essence, l'huile et le sable, donc on ne souille pas la plage. Et ils peuvent également faire la mécanique s'ils ont un problème technique sur la moto. Donc en fait j'ai un panoteur, donc lui son but c'est de mettre ma place et ensuite il me donne des infos de course, donc au niveau le temps de course, et ensuite il me dit aussi si je remonte sur le concurrent qui est devant moi ou si celui derrière moi me remonte dessus. Donc il est vraiment très important et il m'indique aussi à quel moment est-ce que je dois m'arrêter pour refaire le plein à la moto. Il faut éviter de perdre du temps dans les stands parce qu'on peut perdre des places et après pour revenir ça sera difficile. Et voilà, donc eux, ils sont tout le temps là pour moi, ils sont derrière moi et ils attendent que moi.
Cette année, le numéro 13 crée la surprise et devient le champion de cette ronde des sables. Très bien, première place, c'est inespéré. J'ai fait une bonne course, je suis tombé au début, je suis remonté place par place et je suis heureux. Arrivé 10e, le numéro 8 n'est pas mécontent. Ça s'est passé pas trop mal. Je suis assez mal parti, je suis parti dans les 20-25 à peu près. Donc après je suis remonté, je suis tombé dans le premier tour sur le côté Cabreton. Après j'ai pris une belle chute aussi sur la ligne droite, donc du coup j'ai dû cravacher pour revenir et je termine à la 10e place, donc je suis assez content, ça s'est plutôt bien passé. Pour d'autres, ce ne fut pas aussi simple. La course, comme d'habitude, super dur, bien sûr. Mais bon, on y arrive. J'ai bien fini, c'est le principal. J'ai fait 10 tours. Moi, je suis arrivé 227, malheureusement, c'était pas mon but. Mais tant pis, c'est pas grave. On repartira l'année prochaine, certainement, avec un peu plus d'entraînement. Avec de l'entraînement et une équipe soudée, les pilotes sont parés pour la dernière étape du championnat. La semaine prochaine, motivé à bloc. La moto a bien marché, tous mes assistants sont prêts. Donc motivé plus que jamais. Benjamin Casonneau était au départ de l'Enduro du Touquet. Il n'a malheureusement pas eu la même réussite que lors de la ronde des Sables d'Hossegor. Mais il aura finalement gagné une place dans le championnat de France des Sables 2015, en finissant donc 12e. Passons à la culture avec le Festival Gascon de Souston, qui depuis maintenant 10 ans anime chaque année la ville. Ce week-end, bal, films, théâtre, chant et dictée. À l'écrit comme à l'oral, le Gascon était à l'honneur. Notre journaliste était présente à la dictée, suivie d'un concert de chant traditionnel. Samedi après-midi, à la salle Rouchéou, avait lieu la dictée annuelle en gascon. Le moment de rassembler les gens autour de la langue par écrit. Moi j'ai trouvé difficile, mais bon, c'est pas trop non plus, je suis pas un grand spécialiste de l'écriture et de la dictée. C'est un exercice que je pratique une fois par an, cette occasion. Donc moi je l'ai trouvé, c'est toujours après des problèmes d'accent, voilà, des petites difficultés. Le thème était autour de la fin de la guerre de 1940, donc ça se passe en l'été 44 et ça raconte une petite anecdote ce moment-là. Le héros apprend à la fin de la guerre, voilà, c'était le thème de la dictée cette année. Après l'écrit, le moment oral. Pendant que les correcteurs s'attellent à corriger la dictée, les chanteurs se rassemblent et entonnent le répertoire gascon. On a invité une chorale qui vient de Sanguinet et qui s'appelle Louben de l'Estey et qui va donc interpréter son répertoire, mais c'est un répertoire connu, ils ont pris ce soin-là et donc pour que tout le monde puisse chanter. Donc tous ceux qui ont fait la dictée et également on a fait venir donc l'atelier vocal qui s'appelle Secanti du Conservatoire des Landes pour avoir un peu de pratique en situation. Depuis 5 ans, ce groupement vocal partage son amour de la langue gasconne. C'est une volonté de conserver et de valoriser la tradition du chant en Gascogne et particulièrement dans les Landes où effectivement on était un certain nombre à avoir chanté autour des terrains, autour des buvettes après les matchs et on a voulu créer un groupe et puis se retrouver et chanter ensemble. Dans la même optique, l'atelier Secanti du Conservatoire des Landes regroupe des chanteurs amoureux du gascon pour qui le plaisir d'être ensemble passe avant la difficulté de la langue ou du chant. Alors tout le monde ne connaît pas le gascon, mais ça c'est pas forcément une barrière. Moi je suis là pour aider tout le monde, pour aider chacun à trouver sa voix. On chante en polyphonie, du coup il y a plusieurs registres de voix, donc tout le monde peut trouver sa place. Et voilà, donc normalement ça se passe bien pour tout le monde qui a envie de s'essayer au chant. Ce soir, l'idée c'est qu'on se met en commun, c'est les mêmes chants, les mêmes voix, on chante tous ensemble et c'est aussi pour donner une dimension à ce cours-là, parce que chanter dans la salle de cours du conservatoire c'est intéressant, mais avant tout on chante pour venir là partager en fait.
Pour ça qu'on a créé l'association, c'est aussi pour partager avec différentes personnes, c'est partager cette joie de chanter et on a un répertoire commun et puis après chacun essaye de trouver sa place à l'intérieur du chant. Donc nous on préfère, c'est la polyphonie et c'est vrai que chacun doit trouver sa voix au milieu des autres sans connaître les autres partenaires de chant. Loubende, Lestey et Secanti ont bien fait chanter toute la salle, des plus âgés aux plus jeunes, et ne se sont arrêtés que pour applaudir les meilleurs de la dictée, récompensés pour leur maîtrise de la langue gasconne écrite. La commune de Seignos accueillera vendredi 6 février à 19h, salle André Vidal, les nouveaux Seignossais pour un moment d'échange et de partage. Et samedi 7, ce sera au tour de Cabreton de recevoir aux salles du Fart les nouveaux habitants. La ville de Dax nous informe qu'en raison du déménagement du service des titres d'identité, le dépôt des demandes de passeport ainsi que leur retrait ne seront pas possibles du lundi 9 au mercredi 11 janvier inclus. En cas d'urgence, les demandes de passeport pourront être déposées à la mairie de Saint-Paul-les-Dax. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne donc rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.